Donc, bonjour, je m'appelle Annick Toutain, je suis PUPH en génétique médicale. Donc, je travaille dans le service de génétique depuis de nombreuses années, une trentaine d'années maintenant. Bien, quand j'ai commencé mes études de médecine, la génétique médicale n'existait pas en tant que spécialité reconnue. Et donc la plupart des gens qui faisaient de la génétique étaient, pour les cliniciens, essentiellement des pédiatres, et pour ceux qui faisaient du laboratoire, des cytogénéticiens, qui devenaient en fait du monde de la cytologie, histologie, embryologie. Et donc moi, tout naturellement, quand j'ai commencé mes études, au moment de l'internat, j'ai fait un internat de pédiatrie. Et quand la spécialité a été créée en 1995, j'ai pu obtenir mon équivalence du fait de mon expérience et aussi du fait que j'avais un parcours scientifique que j'avais fait en parallèle de mes études de médecine. Donc j'avais fait à l'époque ce qui correspond actuellement, je pense, au DPRB, donc le CPEBH, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et ensuite j'ai fait une maîtrise, j'ai suivi pas mal d'enseignements en faculté de sciences. J'ai fait ensuite un DEA, ce qui correspond maintenant au Master 2. Et puis un peu plus tard, au cours de mon activité, une thèse d'université en génétique médicale. Donc cette formation double en médecine pédiatrique et en sciences m'a permis d'avoir une expertise en génétique médicale, puisque une formation scientifique était indispensable dans cette spécialité. Donc actuellement, la spécialité de génétique médicale existe, il y a un DES pour ça. Donc c'est une spécialité mixte, donc les internes qui choisissent de faire le DES de génétique médicale ont l'obligation d'avoir une formation dans les 3 composantes de la génétique médicale, à savoir la génétique clinique, la cytogénétique et la génétique moléculaire. Et donc ils doivent faire au minimum un stage de chaque composante au cours de leur DES, des stages libres. Et en fonction de leur orientation, plutôt laboratoire ou plutôt clinique, ils feront davantage de stages en laboratoire ou en génétique clinique. Et puis évidemment, il est fortement conseillé qu'ils aient un parcours scientifique. Donc beaucoup d'internes font un Master 2. Et puis il y a la possibilité de faire des DU dans le domaine des maladies rares et de différentes maladies héréditaires. Donc DU de dysmorphologie, DU myologie, DU maladies osseuses. Donc il y a beaucoup de formations possibles en parallèle. Il y a également 2 FST possibles pour la génétique. Donc la plus importante est la FST de génétique moléculaire et médecine bioclinique, enfin je ne sais plus exactement l'intitulé de cette FST. Et puis la FST de phétopathologie également. Et puis enfin la FST bioinformatique, mais qui n'est pas forcément tout à fait appropriée à la génétique médicale parce qu'elle est trop diversifiée en bioinformatique et pas assez centralisée sur les problématiques de séquençage à haut débit, d'interprétation des résultats de séquençage à haut débit. Ce que je pourrais rajouter, c'est que dans les stages libres, les internes peuvent choisir différentes spécialités en fonction de leur orientation ultérieure. Donc les internes qui vont plus s'orienter vers la clinique vont souvent faire un stage en pédiatrie. S'ils sont plus intéressés par les pathologies de l'adulte, ils peuvent aller en cardiologie ou en neurologie, mais ici à Tours, ça s'est peu présenté. Et pour les internes qui choisissent plutôt la génétique biologique, l'activité de laboratoire, ils peuvent aller dans les services de biochimie ou sur les plateformes de génétique des cancers en fonction de leurs affinités. En fait, moi j'ai choisi Tours par hasard. En fait, je n'ai pas vraiment choisi, mais à l'époque, on passait des internats de ville, de CHU. Et il se trouve que Tours est le CHU où j'ai été reçue à l'internat, c'est ce qui m'a amenée à venir ici. Mais j'avais déjà, à cette époque-là, l'intention de faire de la génétique, ce qui était tout à fait rare à l'époque, parce que j'avais rencontré au cours de mon parcours différents professionnels qui m'avaient fait apprécier la génétique. Je dirais même que je suis passionnée par la génétique. Donc ça avait déjà commencé au lycée, puisque je voulais déjà faire médecine à ce moment-là. Et donc il se trouve que j'ai fait de la génétique au cours de mes études au lycée.
Et j'ai rencontré un professeur qui était absolument passionnant et qui m'a fait découvrir la génétique. Donc du coup, quand j'ai commencé mes études, enfin les premières années, j'ai choisi de faire de la génétique plutôt biologique et scientifique en me disant que j'allais faire un parcours de recherche. Et là, de nouveau, une nouvelle rencontre. Dans le cadre des enseignements optionnels, j'ai rencontré un pédiatre qui était le généticien clinicien de la ville où je faisais mes études, c'est-à-dire à Rennes, qui était le professeur Le Marec. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire de la génétique clinique. C'est comme ça que je me suis orientée vers cette discipline. Alors Tours est une ville qui a l'intérêt de ne pas être trop grande, donc d'avoir un relativement petit centre, ce qui fait qu'on peut voir des pathologies de tout type. Alors que dans les centres, les grands centres comme les centres parisiens ou à Lyon, dans des grands centres comme ça, sont moins d'opportunités de découvrir tout le panel de pathologies qu'on peut voir en génétique ici à Tours, puisque nous sommes non seulement un centre spécialisé, mais également un centre de proximité. Donc nous devons répondre aux demandes de tous les patients concernés par des maladies génétiques quelles qu'elles soient. Donc ça nous donne un panel de pathologies extrêmement variées. Et donc ça permet de ne pas s'ennuyer parce qu'on voit des choses différentes, je dirais d'un jour à l'autre, mais même au cours d'une même demi-journée de consultation. Donc c'est absolument passionnant, c'est pas du tout routinier et donc ça nous oblige aussi à avoir une formation qui est sans cesse doit être mise à jour parce qu'il y a beaucoup d'évolutions dans des domaines très très différents. Donc on ne va pas se scléroser parce que c'est tout le temps différent. La génétique médicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une spécialité mixte, donc clinique et biologique. Et c'est une discipline transversale, donc qui touche à tous les domaines de la médecine. Donc ça en fait une particularité parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut être amené à voir des pathologies extrêmement variées. Et donc de ce fait, quand on voit un patient, on est obligé de le voir dans sa globalité et non pas seulement par un petit bout. Et puis il y a aussi la dimension familiale qui n'existe pas ou très peu dans les autres disciplines, puisque la plupart des médecins vont se concentrer sur leurs patients et pas forcément envisager la problématique de la famille, de la transmission à la descendance. Donc nous, il nous arrive très souvent de voir un patient, puis ensuite de voir les apparentés. Donc il y a toute une dimension familiale et qui d'ailleurs ne va pas sans poser des problèmes de confidentialité, des problèmes d'éthique, beaucoup plus importants que dans d'autres disciplines. Alors je dirais que, comme pour toute spécialité, il faut faire preuve d'écoute et d'empathie, mais peut-être encore plus en génétique parce que nous sommes amenés à voir des pathologies souvent assez lourdes, parce que beaucoup de maladies génétiques sont incurables, beaucoup sont handicapantes, et puis il y a aussi justement l'impact sur la famille, le risque de transmission, ce qui fait que émotionnellement ça peut être extrêmement difficile au cours des consultations. Et donc je dirais qu'il faut encore plus que dans d'autres spécialités faire preuve d'empathie, d'écoute, prendre son temps avec les patients. En dehors de ces qualités humaines, je dirais qui doivent finalement faire partie de toute pratique médicale, on est obligé d'avoir une grande curiosité, justement parce qu'on s'intéresse à plein de pathologies différentes, nécessité de se mettre à jour très régulièrement parce que ces maladies étant rares, on peut d'un jour à l'autre être amené à avoir des pathologies auxquelles on n'est pas habitué. Donc ça nécessite de faire des remises à jour bibliographiques constantes. Et en outre, c'est une discipline qui évolue de façon phénoménale actuellement. Il y a énormément de progrès dans la connaissance des gènes. On l'espère aussi peut-être dans les applications thérapeutiques. Donc on est obligé de faire de la formation continue en permanence, je dirais tous les jours. Bien, la génétique, c'est une discipline qui est passionnante, en constante évolution et puis qui nous renvoie finalement à nos origines, ce qui n'est pas le cas des autres spécialités. Donc, quelque part, c'est aussi un questionnement permanent sur qui sommes-nous, vers quoi allons-nous. Donc, c'est absolument fascinant. Les points négatifs actuellement sont le manque de postes, donc un manque de débouchés pour les internes,
et en particulier le fait que pour le moment c'est une discipline qui est essentiellement hospitalière. En génétique clinique, pour le moment, on ne voit pas la possibilité de travailler ailleurs qu'en établissement hospitalier parce que nous avons des consultations longues, souvent 1 heure, 1 h 30. Donc un praticien libéral ne pourrait pas gagner sa vie correctement, surtout qu'on n'a pas de cotation spécifique. Donc nous, on facture la même consultation qu'un spécialiste qui va passer 1/4 d'heure avec son patient. Donc c'est pas vraiment compatible. Et puis surtout, c'est que c'est une activité qui doit être multidisciplinaire, en particulier dans le domaine des maladies rares, où les généticiens sont fortement impliqués dans les centres de référence et centres de compétences qui nécessitent une pluridisciplinarité. Et puis pour la prescription des tests génétiques, un plateau technique particulier. Donc la génétique clinique est vraiment par essence hospitalière et je dirais même se fait surtout en CHU. Il y a très peu d'hôpitaux non universitaires où il y a des consultations de génétique. Alors effectivement, donc pour les généticiens cliniciens, le gros de l'activité, c'est de faire des consultations externes. Nous sommes aussi sollicités dans les services où là, évidemment, le contact avec les patients n'est pas le même. Donc en consultation externe, on peut être amené à voir non seulement un patient, mais très souvent toute la famille. Donc on a un contexte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une dimension familiale à cette activité. Donc l'activité des généticiens cliniciens, elle est double, c'est-à-dire qu'on a essentiellement une activité d'expertise diagnostique pour des maladies rares et une activité de consultation, de conseil génétique. Donc le conseil génétique, souvent c'est ponctuel, on peut être amené à voir le patient 2-3 fois, mais pas beaucoup plus. En revanche, pour l'expertise diagnostique, il faut savoir que pour les maladies rares, en première intention, il y a plus de la moitié des patients pour lesquels nous n'avons pas de diagnostic. Donc on est amené à les revoir, alors pas tous les mois, ou ni même tous les 6 mois, ça peut être sur un rythme annuel pour les jeunes, ou tous les 2 à 3 ans, pour refaire le point, voir si avec l'amélioration des connaissances, on est capable de poser un diagnostic, ou surtout maintenant, si avec les nouvelles technologies de génomique, on peut aboutir à un diagnostic. Et une fois que le diagnostic est fait, eh bien on peut être amené, dans certains cas, à faire le suivi des patients qui sont dans le champ de nos centres de référence et centres de compétences. Alors évidemment, on ne peut pas suivre tous les patients, puis ce n'est pas notre vocation, mais pour des ensembles syndromiques, des pathologies malformatives par exemple, ou des déficiences intellectuelles, il n'y a pas beaucoup d'autres praticiens qui assurent le suivi, donc ça peut être le rôle du généticien en tout cas, ça fait partie de nos fonctions de coordination des soins. Peut-être pas de suivi au sens strict du terme, mais de coordination des soins. Alors on voit des patients de tous âges, du fœtus jusqu'au vieillard, mais c'est vrai que beaucoup de patients sont finalement des enfants. On a, je dirais, le gros de notre patientèle est d'âge pédiatrique. Donc moi je suis donc responsable de l'unité de génétique clinique là au CHU et coordinatrice donc d'un centre de référence maladies rares qui s'appelle le Centre Anomalies du développement et syndrome malformatif. Et je suis aussi coordinatrice de 2 centres de compétences maladies rares, un centre sur les déficiences intellectuelles de cause rare et un centre sur les surdités génétiques. Et puis en tant qu'enseignante, j'ai la responsabilité de la coordination du DES de génétique médicale ici au niveau régional. Je suis membre de la commission pédagogique au niveau national et je suis aussi donc pilote des 2 FST qui concernent la génétique ici au CHU de Tours. Donc les généticiens qui voient des patients concernés par des maladies extrêmement diverses ont forcément beaucoup d'interactions avec leurs collègues. Donc nous avons énormément d'interactions avec les neuropédiatres et les pédopsychiatres parce que les généticiens sont fortement impliqués dans les troubles du neurodéveloppement. C'est vraiment une petite niche où les généticiens sont très impliqués alors qu'on est moins impliqué dans d'autres pathologies où les spécialistes d'organes vont s'impliquer dans l'analyse génétique finalement. Et puis en fonction de nos affinités, en fonction donc des centres maladies rares que nous coordonnons, nous avons plus ou moins d'interactions avec les cardiologues, avec les ophtalmos par exemple. On a de plus en plus d'interactions ici avec les ophtalmos, avec les ORL pour le centre de compétences surdité.
Donc en fait, on peut être amené à avoir des interactions avec tout le monde finalement. La stratégie classique avant était de voir un patient, d'essayer d'établir un diagnostic à partir de son histoire médicale, de son examen clinique, d'examens complémentaires pour prescrire des tests génétiques basés soit sur le diagnostic s'il est posé, soit sur des hypothèses diagnostiques qui paraissent pertinentes, et puis de voir ce que ça donne et éventuellement revoir le patient, refaire des tests un peu plus tard s'il y a eu des évolutions. Actuellement, avec les techniques de génomique et notamment le développement des plateformes de séquençage à très haut débit, dans les cas où on n'a pas un diagnostic immédiat, on va être amené à faire donc du séquençage à haut débit en première intention, et donc on va être confronté à la multiplicité des variants qu'on trouve au niveau donc du génome et aux difficultés d'interprétation de ces résultats qui nécessitent donc beaucoup d'interactions clinico-biologiques et de revenir au phénotype du patient. Donc ça, c'est une démarche qui est tout à fait à l'inverse de ce qu'on pratiquait jusqu'à présent. Donc ça nécessite d'avoir une autre démarche intellectuelle pour le diagnostic. Et puis les autres conséquences de toutes ces évolutions sont donc l'impact que ça va avoir au niveau de la médecine personnalisée, puisque de plus en plus on va parler de thérapeutiques adaptées aux résultats des analyses génétiques. Bien évidemment, il va y avoir le développement de diverses thérapies pour traiter donc des maladies rares, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, mais c'est vraiment en train de se développer. Il y a déjà quelques thérapeutiques dans des maladies génétiques qui étaient considérées jusque-là comme incurables à partir des travaux de thérapie génique. Donc il est tout à fait possible que maintenant les généticiens soient impliqués dans le traitement des patients, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça, c'est aussi un bouleversement majeur. Et puis, ce qui va aussi changer, c'est ce qu'on appelle la médecine prédictive, c'est-à-dire de faire des tests génétiques pour, à titre présymptomatique, définir si un patient aura plus tard un risque de développer une maladie qui existe dans sa famille, voire même maintenant des applications directement au niveau du grand public sans antécédent familial connu. Ça se fait déjà dans certains pays, de pouvoir séquencer le génome et en fonction de ça, déterminer si on est à risque de développer telle ou telle pathologie. Donc ça va aussi représenter un changement majeur qui nécessite déjà d'avoir une réflexion éthique sur la pertinence de ces pratiques, la nécessité de mettre des garde-fous pour être sûr que les biologistes qui vont interpréter ces données sont compétents. On a déjà plein d'exemples qui sont revenus à nos oreilles d'erreurs d'interprétation dans des laboratoires étrangers qui font ça à but lucratif. Donc il y a énormément de risques d'erreurs. Donc il faut être extrêmement vigilant sur cette activité, mais ça c'est une activité qui va se développer. Ça existe déjà dans certains pays. En France, on est très prudent par rapport à ça, mais on va y être confronté avec par exemple la discussion qu'il y a à l'heure actuelle sur la possibilité de faire des tests préconceptionnels pour des couples qui n'ont pas d'antécédents particuliers et qui peuvent se poser la question du risque qu'ils aient un enfant atteint d'une maladie génétique. La recherche est extrêmement importante, d'abord parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'activité de génétique médicale se fait essentiellement en établissement hospitalo-universitaire, donc dans les CHU, la recherche fait partie de notre activité, c'est inhérent au lieu d'exercice. Et en plus, comme c'est une spécialité qui est en pleine expansion, on est dans une période où on est en train vraiment d'explorer le génome et d'identifier des gènes de maladies. Donc on est très impliqué dans les travaux de recherche qui visent à identifier des nouveaux gènes et une fois qu'un gène a été identifié, de trouver quels sont les mécanismes physiopathologiques des maladies de façon à pouvoir ensuite mettre au point des thérapeutiques. Donc on va en fait du gène jusqu'aux symptômes et on l'espère jusqu'au traitement. Donc la plupart des généticiens, enfin un grand nombre en tout cas, sont affiliés à des unités de recherche, principalement unités INSERM. Alors nous avons très peu de gestes techniques, mais on peut être amené à faire des prélèvements autres qu'une prise de sang. Bon, les prises de sang sont en général faites dans les laboratoires ou par des infirmières, mais on peut être amené à faire des prélèvements salivaires ou des frottis jugaux pour identifier des anomalies génétiques qui ne sont pas détectables au niveau du sang. Et nous sommes amenés aussi de temps en temps à faire des biopsies de peau pour faire des cultures de fibroblastes qui nous donnent là aussi un tissu qui est différent du sang,
l'intérêt étant principalement de rechercher des mosaïques, qu'il s'agisse de mosaïques chromosomiques ou de mosaïques géniques. Mais maintenant, avec les techniques de séquençage à haut débit, on a de moins en moins besoin de faire ce type de prélèvement. Bon, encore que, pour valider des gènes, et donc là c'est plutôt dans le domaine de la recherche, pour valider des gènes candidats, on peut avoir besoin de faire ce qu'on appelle la transcriptomique, c'est-à-dire d'étudier les ARN messagers des gènes candidats pour voir si effectivement il y a un impact sur les ARN messagers, donc sur l'expression du gène, ce qui va être une façon de valider que le gène candidat est bien responsable de la pathologie. Bien, la différence par rapport à l'exercice actuel, encore une fois, c'est que je pense quelqu'un qui démarre là, actuellement sa formation génétique pourra être impliqué dans la prise en charge directe du patient et dans la thérapeutique pour les généticiens cliniciens. Ce qu'on voit aussi se mettre en place, c'est une activité mixte, c'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes cliniciens sont aussi extrêmement intéressés de pouvoir interpréter les données de génomique. Donc, actuellement, dans la plupart des centres, on a une activité soit clinique, soit biologique. Encore qu'il y en a qui arrivent à concilier un petit peu les deux quand ils ont une activité préférentielle, par exemple en cardiogénétique ou en neurogénétique. Mais je crois que là, maintenant, avec les développements de la génomique, beaucoup de généticiens seront mixtes, en fait, feront à la fois l'interprétation de données de génétique moléculaire et de l'activité clinique. Je crois que la génétique va rester une spécialité essentiellement hospitalière, parce que, encore une fois, on a besoin de multiples interactions, on a besoin d'un plateau technique, on a besoin de faire des RCP, c'est devenu même obligatoire pour certaines activités, et il y a une réglementation, par exemple, sur la prescription des tests génétiques. Sauf si la loi de bioéthique qui régit ces tests est modifiée à l'avenir, eh bien la prescription, par exemple, pour la médecine prédictive et les tests présymptomatiques n'est accessible qu'à des médecins qui travaillent dans des équipes pluridisciplinaires. Donc un médecin tout seul dans son cabinet ne peut pas prescrire ce genre de test avec cette finalité. Donc je crois que ça va rester quand même une spécialité essentiellement hospitalière. Alors, moi personnellement, je me suis beaucoup investie dans cette spécialité que je trouve passionnante, à tel point que je me demande comment je ferai quand je serai en retraite. Est-ce que je pourrais vivre sans faire de la génétique ? Oui, c'est une part très très importante. Puis quand on est amené à avoir des fonctions hospitalo-universitaires, d'être PUPH, on est forcément beaucoup impliqué, parce qu'il m'arrive de penser que je faisais à certains moments 4 métiers dans la journée, 4 métiers différents. Donc oui, c'est une part extrêmement importante. Alors je ne crois pas qu'il y ait une journée type, puisque en fait on fait des choses extrêmement différentes. D'abord selon son profil, selon qu'on est biologiste ou clinicien. Eh bien, on a de multiples activités, donc activités de consultation, activités de recherche bibliographique, activités de prescription, RCP, beaucoup de réunions, donc c'est extrêmement diversifié, donc il n'y a pas vraiment de journée type. Un certain nombre de préjugés, surtout actuellement avec les évolutions technologiques, sont qu'on est peut-être des apprentis sorciers. Je vois, on a un protocole de recherche commun là, avec les généticiens de l'Ouest, parce qu'on travaille beaucoup en interrégion ici à Tours. C'est aussi un des intérêts de travailler à Tours. C'est que dans le cadre de la région Hugo, donc les hôpitaux universitaires du Grand Ouest, on travaille énormément en interaction avec nos collègues de l'Ouest. Et donc là, on a un PHRC interrégional qui nécessite de pouvoir établir ce qu'on appelle des IPS, donc des cellules qui vont pouvoir être différenciées ensuite en différents types de cellules, enfin des cellules pluripotentes. Et donc du coup, on a été obligé de passer devant un CPP. Et donc c'est extrêmement difficile de faire comprendre à ces CPP ce qu'on veut faire, parce qu'ils ont l'impression qu'on va manipuler le génome des patients, et on a beaucoup d'obstacles à surmonter pour réussir à pouvoir faire ce genre de technique. Et puis on a peut-être encore dans l'esprit du grand public l'idée qu'en faisant des tests génétiques, on va découvrir des choses un peu obscures, et donc il y a encore parfois une certaine méfiance. Alors
plutôt les gens d'un certain âge qui peuvent être très très méfiants vis-à-vis de ça, et quand on leur demande de signer un consentement, puisque c'est obligatoire pour les tests génétiques, ils nous demandent toujours mais ça m'engage à quoi? Donc ils ont toujours un petit peu peur qu'il y ait quelque chose d'assez obscur derrière tout ça et de mal intentionné. Ils ont l'impression que si on leur prend une prise de sang, on va leur faire des tests, des choses particulières qui vont servir de cobayes, qu'on va manipuler leur génome. Alors ils n'ont pas compris qu'une fois qu'on leur a fait une prise de sang, ça ne va rien leur faire à eux, quoi. Donc il y a encore de temps en temps ce genre de préjugés. Mais pour les nouvelles générations, finalement, ce genre de préjugés diminue. Mais il reste encore une certaine incompréhension du grand public de ce que c'est réellement la génétique médicale. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote que m'a rapportée une collègue qui avait rendez-vous avec une patiente suite à un diagnostic prénatal. Et donc elle avait appelé la secrétaire pour demander à quelle heure elle avait rendez-vous, non pas avec la généticienne, mais avec la diététicienne. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle s'est un peu perdue dans les couloirs et elle demandait quel était le chemin qu'elle devait suivre pour aller voir l'esthéticienne. Moi, je dis toujours, quand je démarre mes cours, le premier cours que je fais en 3e année de médecine, c'est que la génétique est une discipline passionnante qui permet de voir des problématiques très diverses touchant à tous les domaines de la médecine, et que si un étudiant n'est pas trop fixé sur ce qu'il veut faire, s'il ne sait pas s'il veut faire de la cardio, de la pneumo, de la pédiatrie, eh bien, il n'a qu'à faire de la génétique parce qu'il verra tout ça.